C'est l'heure de politique en partenariat avec Slate.fr. Bonsoir Jean-Marie Colombani. Bonsoir Roselyne. Les candidats à la présidentielle sont désormais dans les starting blocks. Anne Hidalgo a déclaré sa flamme dimanche. À Rouen, Marine Le Pen a dévoilé ce même jour son affiche, son slogan de campagne et puis un grand discours. Les Verts, eux, ont le nez dans leur primaire. Seule la droite est à la traîne, à la bourre. Les Républicains n'ont pas encore désigné leur candidat et trouvent justement une parade à la primaire à laquelle Xavier Bertrand ne veut pas participer. Mais un homme joue les troubles faits, c'est le polémiste Éric Zemmour, dont la candidature pourrait faire turbuler le système, comme disait Chevènement. Quant à Emmanuel Macron, il n'a rien dit de sa candidature, mais il ne règne pour l'instant quasiment aucun suspense. On en parle avec nos invités. Carole Barjon de l'Obs, bonsoir. Bonsoir Roselyne. Gaël Tchakaloff, qui vient de publier Tant qu'on est tous les deux, aux éditions Flammarion. Alors, je commence avec vous. Donc, vous récidivez, Gaël, parce que vous aviez jeté en 2016 votre dévolu sur Alain Juppé. Vous l'aviez suivi à la trace, vous infiltrant partout comme l'eau et le vent, et en tiré un récit absolument savoureux. C'était Lapins et Merveilles, où vous d'ailleurs, vous mettez en scène, ce qui agace d'ailleurs certains journalistes qui, eux, n'arrivent pas à approcher ces personnalités. Et vous êtes vraiment au cœur du système et vous êtes dans l'intimité du couple Macron que vous connaissez bien, surtout Brigitte, que vous tutoyez. Alors l'originalité de ce livre, c'est que vous passez du vouvoiement au tutoiement. Alors le vouvoiement, c'est pour le président, parce que sa haute considération, on va dire, et sa femme Brigitte, que vous tutoyez. Alors un couple incroyablement fusionnel, c'est quoi dans le fond le socle, le ciment de ces deux-là? De ce que j'ai vu, parce que je ne suis pas rentrée dans leur chambre à coucher, mais de ce que j'ai vu, il y a un échange cérébral très puissant. Ils se parlent énormément de tout, mais ils se parlent principalement de choses artistiques. Plus que, j'ai vu plus d'échanges sur la littérature, la peinture, la musique entre eux, que sur la politique, dont j'ai le sentiment que c'est un secteur qui les intéresse pas beaucoup. Et donc l'échange cérébral très puissant. Et moi, ce qui m'a fasciné, c'est le côté extrêmement ludique. Pour un couple qui vit ensemble depuis longtemps, ils se font des blagues tout le temps, ils se marrent tout le temps, et c'est assez bizarre parce qu'on a l'impression qu'ils viennent. Ils ont surmonté quand même, on le rappelle de temps en temps, mais on se souvient qu'ils viennent quand même d'une petite ville de province, d'une bourgeoisie de province, où ils sont obligés d'affronter quand même les regards, parce qu'elle est la professeure d'Emmanuel Macron, qui a 17 ans à l'époque, et elle est prof, elle a 40 ans, elle a déjà 3 enfants mariés, rangés. C'est quand même une histoire hors du commun. Donc ils ont eu à affronter ça quand même. Et il y a quelqu'un de très intéressant dans votre livre qui raconte ça et qui pointe l'horreur en fait qu'ils ont traversée. Et ça, ils n'en parlent jamais en fait. Oui, alors moi je suis allée à Amiens pour essayer de trouver pour flairer l'atmosphère. La ville. Parce que Emmanuel Macron, la première fois, lorsque je l'ai rencontré, nous étions dans une voiture en 2016, à l'été 2016, et il m'a immédiatement parlé de Madame Bovary. Brigitte Macron m'a parlé beaucoup de Madame Bovary. La mère d'Emmanuel Macron m'a parlé de Madame Bovary. Donc je me suis dit, il se passe quelque chose autour de Madame Bovary. Et sans doute quelque chose qui approche je dirais les commérages de province. Et donc je suis allée à Amiens. J'ai trouvé cette femme d'un certain âge, qui les connaît très bien tous les deux, qui ne les a pas revus depuis qu'il est président et qu'elle est première dame. Mais elle les a très bien connus et elle m'a raconté effectivement à quel point les Amiénois détestaient à la fois Brigitte Macron et la famille d'Emmanuel Macron, parce que lui, il était beaucoup plus jeune, donc on le détestait moins. Et effectivement, elle avance une théorie un peu romanesque, parce qu'elle dit s'il s'est présenté à la fonction présidentielle, n'étant pas du tout fait pour ça, étant fait pour écrire des livres ou être comédien, s'il s'est présenté,
c'est pour imposer cet amour, imposer sa femme à la France entière. Ouais. C'est étrange comme théorie. Jean-Marie et Carole, vous allez nous donner votre sentiment sur le livre de Gaël, qui est original, alors qui a déplu à certains journalistes politiques, parce qu'une forme de jalousie, hein, n'ayons pas peur des mots, parce que vous approchez vraiment de très près ce couple, et vous ne le faites pas à la manière journalistique, puisque vous n'êtes plus journaliste, mais à la manière d'un écrivain. Oui, vous l'avez été un moment aussi pour un journal, mais... Vous êtes quand même plutôt... Non, je me trompe Non, j'ai jamais pris de carte de presse. Ah, mais vous écriviez... J'ai écrit des portraits pendant 15 ans dans un journal, mais j'ai jamais pris de carte de presse. Voilà. Donc, vous êtes un peu ce que Yasmina Reza avait fait avec Nicolas Sarkozy. Donc, Jean-Marie, et après Carole sur... C'est moins une question de jalousie des autres journalistes qu'une différence de forme et de fond. Ce que fait Gaëlle n'est pas du reportage, n'est pas non plus... C'est quelque chose de très personnalisé, où elle est totalement impliquée dans le livre. Elle est au moins autant un personnage elle-même que ne le sont ces deux héros. Alors par ailleurs, moi, ce que j'ai trouvé d'intéressant, c'est quelques flèches ou quelques éclairs comme ça qui nous disent un peu qui il est. Parce que notre grand problème à tous, c'est de savoir qui il est, à qui on a affaire. Et l'interprétation que donne Gaël Tchekaloff, c'est de dire, au fond, il joue plusieurs rôles. Il joue successivement plusieurs rôles. Comme, au fond, quand Brigitte Macron le coachait pour ses répétitions de théâtre, et qu'il est resté, au fond, cela. Et c'est ça qui nous trouble, au fond, parce que comme il joue successivement plusieurs rôles, après, on n'arrive plus à savoir de quoi il est fait vraiment. Ouais. Et je pense que là, ça touche vraiment le mystère le vrai sujet. Je ne crois pas qu'il joue. Je pense que c'est quelqu'un... C'est ce que dit Hollande, hein. Enfin, oui, Hollande. Ce que dit quelqu'un. Quelqu'un, pardon. C'est quelqu'un qui parle dans Vous l'appelez quelqu'un, oui, excusez-moi. Je ne crois pas qu'il joue. Je pense que il a tendance à être en empathie, un peu comme le poulpe qui change de couleur. Voyez, donc quand il parle à un agriculteur, il parle de jachère, et quand il parle à un normalien, il parle de Kant. Mais je ne crois pas que ça soit conscient et qu'il se dise « je vais jouer un numéro ». Donc il y a effectivement une transformation et un changement dans un numéro de caméléon un peu, mais j'ai l'impression que ça se fait de manière inconsciente et naturelle. Ouais. Et tout ça étant une interprétation subjective. Carole. Sur le qui est vraiment Macron, oui, c'est évidemment la question. Et Gaël apporte plusieurs éclairages. Voilà. Maintenant, moi, j'aurais quand même tendance à dire qu'on s'est posé cette question-là sur beaucoup de présidents. Il y a eu plein de livres sur le mystère Mitterrand, dont on a appris seulement au bout de plusieurs années, enfin appris. Certains ont appris, parce qu'il y avait des gens qui le savaient déjà. Mais voilà, quelles avaient été ses relations avec René Bousquet, des gens comme ça. Chirac, il y a eu plein de livres aussi sur le mystère Chirac, qui lit des livres de poésie en cachette, et en même temps qui tapait le cul des vaches. Enfin, si vous voulez, moi je crois que tous les numéros 1 jouent toujours plusieurs rôles, ou ont toujours plusieurs personnalités en fait en eux, que ce soit ensuite consciemment ou non, qu'ils en jouent. Voilà. Ça, c'est le premier point. Moi, il y a une chose qui m'a intéressée dans ce livre, c'est que vous parlez de Françoise Noguès, qui est donc la mère d'Emmanuel Macron. Et là, elle parle pas souvent. On revient justement sur une sorte de légende, enfin, on avait tous un peu gobé, si je puis dire, qui est que, en fait, Emmanuel Macron qui adorait sa grand-mère, ça, on le sait, qui l'a pratiquement élevé, qui lui a appris à aimer les livres, etc., et à qui il vouait une véritable vénération. Et que, au regard de cette vénération, au fond, il était pratiquement en rupture avec ses parents, qui n'avaient jamais trop accepté cette liaison naissante à l'époque avec Emmanuel Macron, etc. Et là, elle s'exprime. Apparemment, vous l'avez rencontrée longuement. Ah oui. Et en fait, d'après ce qu'elle dit, c'est pratiquement fusionnel, là aussi, entre eux.
Ah oui, oui, non, mais moi j'étais interloquée parce que j'ai assisté aux échanges de messages avec Brigitte Macron, avec Emmanuel Macron. Donc effectivement, elle dit à son fils, mets ton manteau le matin, ton manteau il fait froid, tu vas attraper froid. Elle est hyper angoissée qu'il lui arrive quelque chose en fait. Il se fasse assassiner, elle le dit. Parce qu'il va voir des gens, il sert des... Elle a une relation quotidienne en fait avec son fils et je pense qu'elle m'a parlé parce qu'en fait, elle voulait revenir sur cette histoire qui a été apparemment inventée, c'est ce qu'elle dit, de cet enfant qui serait parti à 5 ans avec sa valise chez sa grand-mère. Alors, la grand-mère avait effectivement peut-être pas une préférence, mais en tout cas, elle avait repéré chez Emmanuel Macron une appétence pour la littérature, elle-même adorant la littérature. Elle a fait beaucoup travailler Emmanuel Macron et elle a développé cette appétence. Et d'ailleurs, Brigitte Macron dit un truc très amusant dans le livre. Elle dit si je n'avais pas été acceptée par Germaine Noguès, je n'aurais pas fait long feu. On comprend donc qu'elle avait une place essentielle dans la vie du président. Mais là, on découvre qu'elles sont complices, assez complices, Brigitte Macron. Et Françoise Noguès, la mère d'Emmanuel Macron. Ce qui n'était pas évident dans toutes les histoires qu'on a vues depuis le début. Juste au chapitre du mystère, bien que je souscrive à tout ce qu'a dit Carole, mais en même temps, ce n'était pas des mystères de nature différente. Mitterrand, on connaissait son socle, on savait de quoi était fait son noyau dur. Chirac, idem. Emmanuel Macron, on ne sait pas, mais peu importe. C'est que, comme Gaël le rapporte... On dit il lit beaucoup, il est très cultivé, il est fasciné par Madame Bovary, etc. Zéro politique culturelle pour cet intellectuel qui est censé être hyper cultivé. Zéro politique culturelle. Et cette semaine-là, il était dans la maison de Tante Léonie. Mais cette semaine-là nous en apporte une démonstration supplémentaire. C'est la politique culturelle de François Mitterrand. Je vais dire Christo qui emballe l'Arc de Triomphe. C'est issu de la période Mitterrand. Et mieux encore, Buren qui décore la salle des fêtes de l'Élysée. Mais enfin, les colonnes de Buren, c'est Jack Lang et François Mitterrand. Donc, et par ailleurs, on sait, en lisant Le Parisien du jour, qu'il s'intéresse bien davantage aujourd'hui aux animateurs de télévision. Donc là encore, les cartes sont brouillées. Je pense que les analyses qui sont faites par plusieurs conseillers dans ce livre, et qui amène à dire qu'il a été très mal entouré, ce qui n'était pas le cas de Mitterrand. C'est-à-dire qu'il n'y avait personne autour de lui qui lui ramenait les gens de la culture. Et donc, il a été très isolé. Après, c'est vrai qu'ayant une forte appétence pour la culture, il aurait eu tendance à être lui-même ministre de la Culture. Donc, il y a un mélange de ces deux choses-là qui effectivement, ont tué la culture. Mais moi, quand je l'ai vu au Panthéon, quand je l'ai vu dans la maison de Jean de La Fontaine, il est bouleversé. Enfin, et même dans les moments où il est seul, il y a des moments où je me cachais dans le couloir en me disant, bon, comme ça, il ne me voit pas, c'est pas une mise en scène. Il en tire de grands discours, d'ailleurs. Il en tire de très beaux et de bons discours. Mais sur ce mystère, Macron, dont parle Jean-Marie et Carole, en quelque sorte, vous, est-ce que, vous l'auriez peut-être écrit, mais dans le fond, votre avis, si vous pouvez nous le donner, sur le personnage Macron, qu'on dit protéiforme, sa mère dit il n'est pas arrogant du tout. Dans le fond, il est fait de quoi, de quelle matière, Emmanuel Macron ? Déjà, il est fait d'elle. C'est pour ça que j'ai écrit sur le couple et que j'ai voulu être 2 ans en embedded avec eux, parce que je voyais bien qu'il y avait une co-construction très forte. Ça, pour le coup, ça n'a pas été... Il n'y a pas eu beaucoup de présidents qui sont arrivés comme ça avec un couple extrêmement solide à l'Élysée. Je voyais bien que quand il commence une phrase, elle la termine, ou quand elle commence une phrase, il la termine, qu'ils se parlent avec les yeux et qu'au fond, on ne peut pas comprendre Emmanuel Macron si on ne comprend pas Brigitte Macron et inversement. Donc je pense qu'il est fait d'elle, comme elle est faite de lui. Et il est très affectif en fait. Moi j'ai été étonnée par son émotivité. Par cette manière de s'attacher aux gens, qui est sans doute une qualité, mais aussi un grand défaut. Quand il fait des vers à l'Élysée, quand un conseiller s'en va, il dit toujours « je n'aime pas qu'on me quitte ». Mais il le dit en étant extrêmement ému.
vous voulez, donc, ils sont, et elle-même est très affective aussi. Donc, mais vous savez, il y a une phrase dans le Soulier de satin qui est tu n'existes plus, disparais. Est-ce que Macron n'a pas ce talent-là? Quand vous êtes en face de lui, vous avez l'impression d'être la personne la plus importante au monde. Moi, il et quand vous partez, il m'a pas donné l'impression que j'étais la plus importante. Hein. Il m'adressait pas la parole pendant 8 mois. Non, mais beaucoup de gens ont ce sentiment-là. Quand vous êtes en face de lui, vous existez. Il est pleinement là avec vous. Oui. Et si vous n'êtes plus là, il vous oublie. Et d'ailleurs, dans votre récit, des gens se plaignent de cela, des amis. Et justement, moi, ça, c'est une phrase qui m'a beaucoup intéressée. C'est quand vous dites « ils sont leurs racines réciproques ». C'est quelqu'un qui dit ça, je crois. C'est quelqu'un. Le quelqu'un. Enfin, le quelqu'un. Un autre quelqu'un. Voilà, parce que c'est un monsieur, manifestement. C'est le président. Bon. Et ce quelqu'un, justement, raconte comment le couple Macron recevait énormément avant 2017, se construisait des réseaux, même s'il ne pensait pas forcément à ce moment-là encore devenir président de la République, mais en tout cas un réseau médiatique, économique, etc. Que tout le monde, tous les gens qui recevaient étaient les personnes les plus importantes du monde à leurs yeux, etc. Et qu'après, tout d'un coup, ils n'ont plus aucune nouvelle, c'est silence radio, voilà. Et donc ce quelqu'un dit, voilà, il y a un manque d'affect et une infidélité, en fait, ils n'en ont rien à foutre des gens, etc. etc. Oui, enfin, le fameux quelqu'un... Bon, non, mais... Non, le fameux quelqu'un, oui. Ce que je veux dire, c'est que ça s'explique sans doute celui qui dit assez qu'il aime, bien par cette phrase, ils sont leurs racines réciproques, parce que au-delà de leur famille et du noyau familial, je pense, qui a l'air d'être solide, il y a eux deux. Ouais. Et le monde peut s'écouler. Rien d'autre. Moi, c'est pas l'histoire que j'ai vécue avec eux. Je veux dire, j'ai décidé de faire ce livre il y a 2 ans, mais avant, je faisais pas de livre. Et il y avait, j'assume absolument ma subjectivité désintéressée dans cette histoire et mon amitié pour Brigitte Macron. C'est quelqu'un qui a été avec moi d'une fidélité, d'un soutien presque sans autre pareil. Enfin, on le voit quelqu'un qui rentre récemment dans ma vie, j'ai comment vous liez ces liens d'amitié avec elle? Parce que en fait, vous la voyez, je crois que vous la rencontrez... Je la rencontre pendant que je suis Emmanuel Macron. Je commence à le suivre à l'été 2016. Et à ce moment-là, elle était très discrète parce que les premières équipes, qu'on appelle maintenant les Mormons, qui entouraient le candidat, ne voulaient pas que Brigitte Macron apparaisse. Ils trouvaient qu'elle était trop brushing bee, trop habillée, ils disaient trop Barbie. Voilà. Donc ils avaient le sentiment qu'elle allait le desservir. Et donc je l'ai rencontrée assez tard, parce que j'ai rencontré en janvier 2017, donc plusieurs mois avant l'élection. Et après, pour une raison qui m'échappe, on ne s'est plus quitté. Mais je ne peux pas vous dire pourquoi. Ouais. Je ne sais pas pourquoi c'est tombé sur moi, en fait, en d'autres termes. Bon. Moi, je sais pourquoi je l'aime, mais je ne sais pas pourquoi elle s'est attachée à moi. Quand on vous connaît, on s'attache vite à vous. Oui, vous voulez rajouter quelque chose? Parce qu'on va passer peut-être après à la politique. On va abandonner... Mais allez-y, Carole, je sens que vous avez encore une petite question. Non, mais moi, je pense qu'il y a aussi il y a l'amitié, parce que Brigitte Macron, qu'on voit depuis le début, qui se tient parfaitement bien, qui n'a fait aucune faute, enfin, si j'en oublie. Contrairement à lui, oui, absolument. Voilà, aucune faute, qui est très empathique, etc. Mais je pense qu'elle est très politique. Je pense qu'elle est très politique. Très. Et que donc, alors que le service communication de l'Élysée me bloque, vous dit rien du tout, zéro, elle continue de vous ouvrir sa porte. Ce que je trouve, ce qui est sûrement au nom de l'amitié, mais ce qui est aussi assez habile. Oui. Je suis pas sûre, parce qu'elle a quand même essayé de me dissuader de faire ce livre à plusieurs reprises. Je pense qu'en fait, l'amitié il y a une primauté de l'amitié sur la démarche professionnelle à ce moment-là. Après, qu'elle ait 3 tours de plus en termes de tactique, c'est une certitude. Ouais. C'est une certitude. Voilà. Donc mais on s'en rend pas tout de suite compte, parce que elle met la légèreté dans la courtoisie, c'est-à-dire qu'elle considère qu'il faut toujours être gai, etc. Et donc elle fait toujours, je disais toujours, tu fais Mimi Pinson, elle fait Mimi Pinson. Donc on ne se rend pas tout de suite compte qu'elle a une distance analytique aux choses qui est extrêmement puissante. Ouais.
Alors, on va passer à la politique. Gaël, soit vous restez avec nous et vous nous écoutez religieusement parce que je comprends que vous voulez parler de votre livre, mais que vous ne voulez pas de causer politique. Donc, si vous avez un menhir à livrer, vous pouvez. Sinon, vous pouvez rester et nous écouter. Mais si vous voulez, Je vais vous abandonner. Merci de m'avoir reçu, en tout cas. Tant qu'on est tous les deux aux éditions Flammarion, Gaël Tchakalov, si vous voulez vous amuser, passer du bon temps à avoir une écriture originale et virevoltante, et bien écrit, eh bien, vous pouvez le lire. Merci Gaël. Merci à tous les trois, merci beaucoup. À très vite. Merci. On va parler, mon cher Jean-Marie, parce que vous avez été un peu silencieux, enfin silencieux. Pas tant que ça. Non, mais c'est vrai que les femmes s'intéressent plus à les couples, Macron. Les hommes sont moins dans l'émotionnel et plus dans le politique. Donc non, c'est nul. C'est quand même de la politique, pardon. C'est de la politique de A jusqu'à Z. Ouais. D'accord, on est d'accord. Mais bon. Anne Hidalgo s'est déclarée dimanche à Rouen, mais elle est créditée de 7% dans les sondages. Écoutez ce que disait ce matin le ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, sur le Parti socialiste, et non pas sur... Enfin, il parle d'Hidalgo après, mais on l'écoute, vous allez voir. Depuis l'élection présidentielle de 2017, c'est-à-dire depuis la logique des frondeurs qui ont perturbé profondément le quinquennat de François Hollande, le Parti socialiste, d'une certaine manière, s'est retiré de l'histoire de la gauche. Il n'est plus le référent à partir duquel se créent des coalitions. C'est retiré de l'histoire de la gauche. Oui. Vous allez vous faire des copains avec ça. Hein. Non, mais parce qu'il n'a pas de l'histoire gouvernementale de la gauche. Alors il reste qui à gauche s'il y a de la plus le PS? Possibilité. Il n'est plus le pilote de la gauche. Alors c'est qui le pilote? Il y en a d'autres. Il y a les écologistes, il y a la France insoumise. Bref, il s'est retiré d'une certaine manière de la compétition. Alors Anne Hidalgo essaye de faire revenir. Je lui souhaite bien du courage. Voilà Jean-Marie. Voilà, avec des amis comme ça, vous n'avez pas besoin d'ennemis. Non. Le PS, honnêtement, il parle vrai, Jean-Yves Le Drian. Il parle totalement vrai. Il faut rappeler que le Parti socialiste s'est suicidé en torpillant le quinquennat de François Hollande. Et ils doivent, les socialistes, aux frondeurs, d'être dans l'état où ils sont aujourd'hui. Je veux dire, il a raison tout à fait de le rappeler. Et aujourd'hui, la situation est telle que la social-démocratie, la gauche dite de gouvernement, en effet, n'est plus là. Et c'est ce qui permet à Emmanuel Macron d'avoir ce socle aussi solide, parce qu'il est largement constitué de gens qui l'ont rejoint dès le premier tour de l'élection présidentielle, parce qu'ils ont cru que là était la survie et la prolongation de la maison social-démocrate. Alors, sont-ils trompés? On verra après quel sera le jugement final au moment de l'élection présidentielle. Mais c'est ça qui explique, parce que la gauche de gouvernement a déserté. Et en effet, Anne Hidalgo essaye de la réhabiliter, de la remettre en avant. Mais rappelez-vous qu'avant Anne Hidalgo, il y avait un premier secrétaire du Parti socialiste qui pensait qu'il fallait se ranger derrière le candidat écologiste. C'est-à-dire terminer, histoire en effet complètement terminée. Donc Anne Hidalgo est courageusement dans cette bataille-là. Je ne sais pas si elle réussira, mais en effet, pour le moment, c'est une force. Regardez quand même les intentions de vote. Ou rappelez-vous le score du candidat socialiste Benoît Hamon. C'était un désastre. Au-delà du désastre historique, c'était un score d'effacement. Et un certain nombre de socialistes ont contribué à cet effacement. Donc il a raison de dire, je souhaite bien du courage à Anne Hidalgo, mais en même temps, elle a raison de tenter cette... elle est la bouée de sauvetage du Parti socialiste. En tout cas, je crois que Jean-Yves Le Drian a tout à fait raison de lui souhaiter bon courage, parce que la tâche n'est pas évidente. C'est vrai qu'elle va essayer de relever le gant, mais enfin, rappelons quand même le score du Parti socialiste, enfin, du 6%. Candidat désigné par le Parti socialiste, Benoît Hamon, à la dernière présidentielle, 6%. Bon, donc, et elle-même n'est créditée pour le moment que de entre 8 et 9 ou peut-être 10, je ne sais plus. Enfin, vraiment, très 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 loin de ce que représentait la gauche de gouvernement à une époque. Bon, donc le défi est sérieux à relever. Elle commence de manière extrêmement classique par le fait de vouloir doubler le salaire des profs dont on sait qu'ils constituaient, je parle au passé quand même, le socle électoral principal du Parti socialiste. Donc, c'est une manière, je dirais, presque un peu mitterrandienne de commencer. Il faut rassembler le noyau dur d'abord, et puis on verra ensuite. Bon, pourquoi pas,
probablement habile stratégiquement. Maintenant, il faut bien voir qu'il y a quand même de la concurrence, même si Mélenchon, la France insoumise apparaissent quand même moins fort que la dernière fois. Il y a la menace écolo. Ouais. Voilà. Et est-ce que si jamais les Verts sont moins bêtes, je dirais, que les fois précédentes, où ils avaient quand même le chiffre... Ils font alliance avec elle. Pour désigner le candidat le plus gauchiste, voilà. Mais alors, il faudrait qu'il y en ait un qui se désiste. Et que ce soit Yannick Jadot, qui est plus populaire, ça va sans doute être plus compliqué. Par ailleurs, vous savez très bien qu'il y a aussi, elle aura droit à toutes les critiques sur le thème, comme l'a relevé d'ailleurs le journal anglais The Telegraph, sa politique à Paris n'est peut-être pas forcément appréciée partout en France. Voilà. Donc, pas partout en France, mais ça lui a quand même permis d'être réélu. Mais c'est vrai que Anne Hidalgo, elle fait exactement ce que faisait en effet François Mitterrand ou d'autres, c'est-à-dire vous posez un acte fondateur à partir duquel vous êtes classé à gauche et vous êtes en capacité de rassembler la gauche, c'est le message principal, et après vous faites ce que vous voulez. Mais chez Mitterrand, c'était l'impôt sur la fortune, par exemple. Évidemment, l'abolition de la peine de mort, mais aussi l'impôt sur la fortune. Ce qui fait que quand il a décrété, François Mitterrand, la transition vers l'économie de marché, personne ne pouvait lui dire vous devenez de droite ou vous êtes à droite. Non. Il y avait ces buts-là. C'est ce qu'elle a essayé de faire avec le doublement du salaire. Alors, mais est-ce que c'est une promesse de Gascon, Jean-Marie ? C'était très mal ficelé, mal préparé. Combien ça coûte, comment faire, etc. Puis, au fur et à mesure des jours qui passent, on sent les reculs successifs pour expliquer que c'est pas tout à fait ça, ce sera plus compliqué, etc. Donc, est-ce que c'est un élément du débat de la présidentielle ? Non, mais peut-être parce que c'est un peu à l'ancienne, au fond. Peut-être aussi. Mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, si on regarde les enjeux pour la gauche de la présidentielle, ça n'est pas l'Élysée, l'enjeu. L'objectif, ça n'est pas l'Élysée. L'objectif, c'est précisément de réinstaurer à l'intérieur de la gauche un rapport de force qui soit, s'agissant d'Anne Hidalgo, au bénéfice du Parti socialiste pour ensuite réentraîner la gauche quelque part. Mais c'est cela. Donc la France insoumise est là pour se compter, le Parti socialiste est là pour se compter, et les écolos, idem. Mais personne n'envisage un instant que le candidat ou la candidate de la gauche puisse être vainqueur à l'Élysée. Donc ça illustre parfaitement le propos de Jean-Yves Le Drian. On va parler d'Éric Zemmour, puisque aujourd'hui, cette semaine, il a fait parler de lui pour deux raisons. D'abord, il est interdit sur sa chaîne, puisque le CSA le compte désormais comme un temps de parole. Donc, il n'a plus d'émission de télé. Deuxième chose, il y a eu un sondage cette semaine d'Harris Interactive, si on peut le voir, où est testé Éric Zemmour. Il est à 10%, il est crédité de 10%. Donc tout ça lui a, semble-t-il, donné des ailes. On va l'écouter en ce qui concerne Marine Le Pen. Il la pilonne là depuis quelques mois déjà en disant que de toute façon, elle ne gagnera pas et que voter Marine Le Pen, c'est voter Emmanuel Macron. On l'écoute, il était cette semaine chez nos confrères de RMC. Tout le monde sait, et autour d'elle aussi, même s'il ne l'avoue pas, et elle-même, je pense, le sait, qu'elle ne peut pas gagner. Je pense que, soyons sincères, est-ce que vous pensez qu'elle est nulle ? Je pense en tout cas que son débat... Laissez-moi finir. Je pense que son débat de 2017 a montré cruellement ses lacunes et a humilié ses électeurs. Et deuxièmement, je pense que la droite, LR, parce qu'on pourrait dire, après tout, Marine Le Pen pourrait ne pas être au second tour, mais je pense que la droite LR, avec les candidats qu'ils ont, que ce soit Valérie Pécresse, que ce soit Xavier Bertrand ou Michel Barnier, ne passeront jamais devant Marine Le Pen. Donc on a une situation bloquée, qui est le rêve d'Emmanuel Macron. C'est-à-dire qu'Emmanuel Macron veut Marine Le Pen en face de lui au second tour, parce qu'il est sûr de gagner. Donc je pense qu'il faut bouleverser ça. Carole, vous écrivez un édito dans l'Obs aujourd'hui. Je vais vous demander deux, trois choses. Mais Jean-Marie... On peut écouter Carole, oui. Ah bon, on peut écouter Carole. Mais je voulais vous demander, vous, sur les sondages, parce que vous aimez bien regarder les sondages, les commenter, vous avez une expérience... voilà. Les 10%, ils piquent à qui ? Ils piquent à Marine Le Pen ou, comme disent certains, un peu à la droite filloniste, à la fameuse droite en Lodène, qui était au Trocadéro et qui s'est retrouvée sans un candidat en chaussettes, en fait. Donc, d'abord, les 10% peuvent lui donner le vertige et il faut s'en méfier parce que Jean-Pierre Chevènement a connu cela
aussi d'avoir démarré très fort et d'être porté même au-delà de 15% dans les intentions de vote. Et puis il a terminé beaucoup plus bas, comme chacun peut-être s'en souvient. Donc prudence avec ces chiffres, parce qu'il y a une volonté évidente de battre le fer, de faire monter la sauce de la part d'un certain nombre de gens, etc. Non, ce qui est en train de se passer, c'est intéressant pour une raison, c'est que la candidature d'Éric Zemmour, si elle se confirme, va évidemment affaiblir Marine Le Pen, évidemment aussi affaiblir un peu peut-être le score du candidat de la droite, mais c'est quand même une opportunité magnifique ouverte pour la droite, parce que si vous affaiblissez Marine Le Pen et qu'elle descend soit à 20%, soit en dessous de 20%, vous rendez possible pour le candidat de la droite ou la candidate de la droite d'être au second tour avant Marine Le Pen, contrairement à ce que dit Éric Zemmour. Pourquoi ? Parce qu'à condition, évidemment, que les candidats et candidates de la droite se mettent en ordre de marche, se rangent derrière l'un ou l'une d'entre elles et montrent un visage uni et fort. Regardez, la droite ne descend jamais en dessous de 20% au premier tour. Jacques Chirac a fait 2 mandats avec 20% au premier tour. François Fillon, embarrassé comme il l'était par ses affaires, a quand même fait 20% au premier tour. Donc le potentiel de la droite est là. Et pour que la droite revienne au bercail, il suffit d'ouvrir cette perspective. Si vous regardez maintenant précisément les sondages, mais tout ça, ce sont des scénarios évidemment, vous avez un candidat pour le moment qui est en tête, et qui est Xavier Bertrand, qui a 2 avantages. 1, au second tour, il est réputé battre nettement Emmanuel Macron. 2, au second tour, il est réputé battre encore plus nettement Marine Le Pen. Vous êtes un électeur de droite, vous souhaitez vous débarrasser d'Emmanuel Macron, mais vous ne voulez pas le faire au prix de faciliter l'arrivée au pouvoir de Marine Le Pen, parce que si vous êtes normalement à droite, vous n'êtes pas d'extrême droite. Eh bien, vous avez là une configuration qui rend cela possible. Si vous votez pour le candidat ou la candidate de la droite, vous pouvez vous débarrasser d'Emmanuel Macron et vous ne courez pas le risque de Marine Le Pen. Donc c'est une opportunité magnifique pour la droite aujourd'hui qui s'ouvre grâce à Éric Zemmour s'il maintient sa candidature et s'il maintient son discours absolument incendiaire contre Marine Le Pen. Oui, justement, c'est ça qui est très intéressant, c'est qu'effectivement ça peut redonner quelques couleurs à la droite, en tout cas ça lui redonne une perspective éventuelle. Si elle se met en bon ordre. Si ces sondages se confirment. Mais c'est une mauvaise nouvelle pour Macron. Mais du coup, ça devient une mauvaise nouvelle aussi. Enfin, pardon, à l'inverse, ça devient une mauvaise nouvelle pour Emmanuel Macron. Pourquoi ? Parce que, précisément, face à Marine Le Pen, il est sûr de l'emporter. Il est à peu près assuré de l'emporter. Oui, à peu près. Mais face à un candidat de la droite, quel qu'il soit, peut-être Xavier Bertrand le bat, pour le moment le mieux placé. Et Valérie Pécresse fait égalité. Égalité. C'est possible, hein. Donc elle peut gagner. Et donc c'est pour ça qu'à l'Élysée, on surveille ça d'assez près, parce que même s'il ne faut pas tirer des plans sur la comète à partir d'un sondage qui aujourd'hui donne 10% à Éric Zemmour s'il était candidat, s'il confirme sa candidature, mais malgré tout, c'est une hypothèse qu'on ne peut pas exclure. Et donc l'Élysée se montre extrêmement prudent. Et par ailleurs, c'est vrai que Zemmour peut prendre quelques voix à la droite, bien évidemment. Et cela dit, si un jour on se décide à remettre sur le devant de la scène ce que dit vraiment Éric Zemmour, son discours xénophobe, souvent raciste, etc., eh bien, les gens de droite ne se reconnaîtront pas dans ce discours in fine. Donc je pense qu'une fenêtre s'est rouverte et aujourd'hui, tous les regards vont se porter de plus en plus vers la droite. Va-t-elle être capable de se mettre en bon ordre, en ordre de marche derrière quelqu'un? Elle traîne, franchement. Pour le moment, elle traîne, parce que on verra. C'est extrêmement politicien, ce débat sur les primaires et le système de départage, et un tour et à 2 tours, et bref, fermé, ouvert. Elle perd du temps, en fait, là. Donc, Carole, à lire dans l'Obs votre édito, donc sur le web. Et aussi dans le... J'ai pas encore ouvert l'Obs. Non, j'ai fait ça là. Voilà, on le voit donc à l'antenne. Donc votre analyse cette semaine, donc à lire dans l'Obs. Et je vous propose tout de suite de recevoir Véronique Reissoult, comme chaque semaine, sur la politique sur les réseaux. À tout de suite. Bonjour, chère Véronique. Bonjour. Donc, l'effet Zemmour sur les réseaux sociaux. On en parlait il y a quelques secondes.
C'est une réalité, on en parle C'est beaucoup. plus qu'une réalité. Alors on va regarder deux choses pour M. Zemmour. On va regarder d'abord ce qu'on appelle le taux de curiosité, c'est-à-dire est-ce que les gens se renseignent sur lui, est-ce qu'on tape son nom dans Google. Et puis j'avais fait la même chose pour Marine Le Pen, pour Valérie Pécresse et pour Xavier Bertrand, qui sont les trois personnes que vous avez évoquées par rapport à lui. Comment vous dire, le schéma parle un peu de lui-même. On s'intéresse à M. Zemmour. Les autres, pas grand-chose. Il y a une petite vagounette pour Marine Le Pen à un moment donné, mais enfin voilà. Alors on va dire, sans doute c'est parce qu'on les connaît et qu'on connaît moins bien M. Zemmour, on va regarder le taux d'intérêt. Oui. Ça, c'est un autre truc. Ça veut dire, c'est quoi le taux d'intérêt? Est-ce qu'on parle de cette personne? Est-ce qu'on s'y intéresse? Ça ne veut pas dire adhésion, ça ne veut pas dire que c'est positif. Voilà. Là encore, comment vous dire? Je pense que ça parle un petit peu tout seul. La barre en rouge, là, le gros morceau, c'est M. Zemmour. Et puis les petits, c'est Mme Le Pen, c'est M. Bertrand et c'est Mme Pécresse. Globalement, ils n'intéressent pas encore énormément. Un peu plus Mme Le Pen, mais voilà. Donc, de nouveau, le taux d'intérêt, ça ne veut pas dire adhésion, ça ne veut pas dire qu'on est d'accord, mais on va dire qu'on ne vote pas pour quelqu'un qui ne vous intéresse pas. C'est en tout cas le principe sur lequel M. Zemmour est parti. Alors après, vous allez me dire, sur les réseaux sociaux, M. Zemmour est-il très fort? Est-ce qu'il est pénalisé? Est-ce qu'on parle aussi de lui uniquement pour la candidature ou pas? Eh bien, il y a aussi beaucoup de débats autour du fait que le CSA l'a empêché de s'exprimer. Ouais. Évidemment, il a ouvert sa chaîne, qui en vrai était ouverte depuis longtemps, mais qu'il a relancée. Une chaîne qui a été partagée plus de 40 000 fois dans la semaine, donc c'est voilà. Tout ça est un peu en fait contre-productif en fait de l'interdire. Mais plus vous parlez de lui en mal, plus ça intéresse les gens. Hein? Oui, j'entends bien, mais ça va avoir un effet. Et donc vous avez eu plus de 260 000 vues, comme vous voyez sur sa vidéo, qui dit voilà, maintenant je vais avoir ma chaîne. Vous avez des abonnés. Enfin bref, globalement, il est en train de s'installer, sachant que sur YouTube, il faut vous dire qu'il y a plusieurs milliers de vidéos indexées avec le nom de Zemmour. Donc voilà, quand on va avoir des informations sur lui, on les a facilement. Après, on a regardé dans ces nombreux messages ce qui se dit, et globalement, les emojis qui vous ont manqué. Absolument. Les voilà. Et vous comprenez que c'est pas si simple que ça. Les gens sont dubitatifs, rigolent beaucoup, mais vous avez aussi des cœurs, vous avez aussi l'urgence, vous avez aussi des gens qui sont effrayés. Donc on voit bien, il y a beaucoup de bruit, pas que du positif, pas que du négatif, beaucoup d'intérêt et beaucoup de dubitatif de on va en faire quoi de ce Zemmour dans cette campagne. Donc ça ne veut de nouveau pas dire adhésion, mais ça veut dire que ça va être intéressant de voir si l'intérêt finit par redescendre ou pas, et de voir si les messages évoluent. Bon, on passe à la deuxième question. La bataille donc, sur les réseaux est aussi parfois très créative et on se sert de l'humour pour ce qui peut changer parfois de la haine qui est un peu toujours un peu décevante et attristante. Et mais là, on peut rigoler. Voilà, je vous ai sélectionné deux informations. On dépend de quelqu'un, mais bon. En règle générale, vous rigolez souvent en dépend de quelqu'un, oui. Mais ça va être révélateur ce qui va se passer sur les réseaux sociaux et globalement sur le web pendant la campagne, parce que les internautes ont le pouvoir et ils s'amusent. Et donc non, c'est pas toujours les politiques qui décident. Et donc quand ils ont le pouvoir, qu'est-ce qu'ils font? Alors il y a par exemple, figurez-vous que si M. Zemmour arrive demain, si c'est lui qui gagne, il y a une grande question que se posent les Français, c'est quel sera le prénom? Est-ce que mon prénom passera? Donc il y a un petit site qui s'est créé, c'est des jeunes sur le forum 1825 qui ont créé ça, de jeuxvideo.com. Vite, mon prénom, c'est une parodie de Vite Mados, rappelez-vous. Alors je vous dis tout de suite que le fondateur de Vite Mados a dit non, c'est pas moi, ça m'a beaucoup fait rire, mais c'est pas moi, évidemment c'est parodique. Je me suis amusée à le faire pour vous, Roselyne. Oui. Votre prénom ne passe pas, il va falloir m'enlever ce Y, là ça va pas. Voilà. Je vous invite à le faire. Voilà. Il y a quand même. Roseline. Voilà. Ils annoncent près de 2 millions de personnes qui auraient déjà regardé. Bon, là aussi, on ne sait pas, mais quand on regarde avec des outils un peu plus pro, oui, ça a été beaucoup regardé. Donc c'est une façon de s'amuser, mais c'est une façon aussi de tourner en dérision. Donc c'est pas si simple. Les politiques sur les réseaux sociaux, ça ne va pas être que j'ai mes militants qui s'excitent. C'est aussi comment on gère la dérision et la complexité. Et je vous en cite une dernière, on va aller vite. Pour vous dire, comme les internautes sont créatifs, vous avez entendu le magnifique interview de Madame Hidalgo, qui a beaucoup fait rire les internautes. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? On appelle ça une ref. Alors, je ne sais pas si nous avons tous la ref. Il faut que vous nous expliquiez un peu. La ref, c'est en fait, dans Astérix, il y a une réplique qui est devenue mythique, qui est celle de M. Baird, quand on lui demande « Est-ce que vous aimez le métier de scribe ?» Oui, dans le film. Et il dit le métier de scribe et il part dans une envolée lyrique assez improbable avec les gens en face qui le regardent. Voilà, c'est devenu mythique. Eh bien, je vous laisse regarder ce que les internautes ont fait de l'interview de Madame Hidalgo. Oui, j'ai dit pendant la campagne des municipales que je ne souhaitais pas m'engager dans un destin national.
et puis la situation du pays, et puis des rencontres, et puis les sollicitations. Et j'ai décidé de prendre mes responsabilités parce que la situation du pays est une situation préoccupante et parce que, vous savez, au fond, je le dis dans mon livre, je l'ai dit hier, j'ai eu une chance inouïe dans ma vie. Voilà. Eh bien, c'est pour vous dire que les internautes peuvent être cruels et que ce genre de petites blagues, en fait, c'est beaucoup plus efficace par moment pour tourner les choses en dérision, mais ça peut aussi faire des dégâts. Efficace, c'est à double tranchant. Et exactement. Pour redescendre sur terre et quitter les rives où vous nous avez entraînés, j'étais en train de penser à l'enquête que vient de publier Frédéric Dabi, que nous connaissons bien ici, qui viendra, je crois, qui établit que 6 jeunes sur 10 veulent s'abstenir. Ça, je pense que c'est une très, très mauvaise nouvelle. Mais en revanche, les jeunes, on les trouve sur ces réseaux, on les trouve dans cette forme d'humour et ainsi de suite. Mais pour aller voter... C'est autre chose et c'est quelque chose que nous suivrons au fur et à mesure de la campagne parce que je viendrai régulièrement vous parler du taux d'intérêt des Français sur les élections présidentielles. Un petit mot, Carole, j'ai le temps ou pas? Non, j'ai pas le temps. Bon. Ok, merci beaucoup à tous pour cette joyeuse émission et on se retrouve effectivement la semaine prochaine. Merci à vous et merci à Charlotte.